Laurent Alexandre, merci pour cette interview. Bonjour. Alors, tu es chirurgien urologue, diplômé de HEC, de l'ENA, tu as lancé Doctissimo en 99, tu es entrepreneur, chroniqueur, conférencier, écrivain. Tu as notamment publié La mort de la mort, qui a fait beaucoup de bruit, La guerre des intelligences, puis La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, puis récemment, ChatGPT va nous rendre immortels. Donc évidemment, le sujet de l'IA est majeur dans tes derniers bouquins et beaucoup d'articles. Il y a quelques jours, après ta dernière interview avec Michel Lévy-Provençal, je t'ai envoyé un message en te disant que toutes tes dernières interventions étaient très négatives par rapport aux perspectives de l'IA et j'ai demandé si c'était foutu. Et tu m'as répondu laconiquement oui. Alors du coup, je te propose une interview, c'est foutu. Et avant de répondre à la question est-ce que c'est vraiment foutu, je te propose de balayer différents sujets qui ont trait aux révolutions technologiques actuelles et ce que ça change pour l'humanité. Et dans un premier temps, je voudrais qu'on parle d'éducation parce que c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de parents. C'est l'éducation et la transmission des savoirs. Donc l'IA progresse à une vitesse vertigineuse. Et quel est ton regard sur comment l'éducation doit évoluer pour préparer les nouvelles générations à coexister avec l'intelligence artificielle? Je suis assez pessimiste, comme tu le sais. L'éducation ne va pas préparer nos enfants. L'éducation ne va pas faire SAMU. L'éducation ne va pas travailler pour changer. L'éducation va rester archaïque. Et même si l'éducation se modernisait, ce qui ne sera pas le cas, de courir après une IA qui gagne un point de QI chaque semaine, c'est un exercice un tout petit peu décourageant pour l'éducation. Avant même l'arrivée de l'IA, l'école échouait. Elle n'a jamais réussi à diminuer les inégalités intellectuelles, elle n'a jamais réussi à amener plus loin les enfants des classes moyennes et des classes populaires. Aujourd'hui, le miracle n'aura pas lieu. L'éducation n'a pas les ressources humaines, n'a pas les moyens, n'a pas les dynamiques lui permettant d'être aussi efficace que l'éducation des cerveaux de silicium. De toute façon, c'est mécanique. Comme tu le sais, les très bons développeurs d'IA chez OpenAI et puis chez Google gagnent 10 millions de dollars par an. Mécaniquement, les gens intelligents, ils ne vont pas vers l'éducation des gamins. Les gens intelligents, ils vont vers l'éducation des cerveaux de silicium. Ils vont vers le training, le pré-training des IA. Donc, il faudrait une volonté de faire. Il faudrait un changement de paradigme complet dans l'école pour qu'elle se mobilise et qu'elle commence à réfléchir et à définir une stratégie lui permettant de rendre nos enfants un petit peu complémentaires de l'IA. Donc, l'école ne va pas bouger. Même si elle bougeait, de toute façon, la partie est très difficile. Et puis, développer une complémentarité entre nos gamins et puis l'IA, c'est pas du tout gagné d'avance. Et comme tu sais, moi, je suis très frappé depuis un an et demi de voir à quel point, dans mon univers, qui est la médecine, intelligence artificielle plus médecin, ça fait nettement moins bien qu'intelligence artificielle sans médecin. Donc, de trouver des zones de complémentarité va nécessiter une mobilisation très forte du système éducatif et de la société, parce que pour l'instant, la réalité, c'est qu'on est anti-complémentaire. Hein, tu connais les chiffres, les médecins spécialistes, ils ont 35% de bons diagnostics, l'IA toute seule, 85% de bons diagnostics, et l'IA avec un médecin spécialiste, 70%. Quand tu rajoutes un médecin biologiste, un médecin spécialiste biologique, hein, comme moi, tu perds 15%. Euh, Ça pose un énorme problème. Donc, l'IA galope à toute vitesse. Contrairement à ce qu'on pensait, nous ne sommes pas complémentaires de l'IA, mais nous commençons à être sérieusement anti-complémentaires. Il faudrait une mobilisation complète de la société, du monde politique, des politiciens, de l'administration, des ministères de l'éducation pour limiter les dégâts. Cette mobilisation n'aura pas lieu. Même quand on a un ministre de l'Éducation qui est ingénieur, en l'occurrence Elisabeth Borne et Tixpon,
Elle ne connaît rien à l'IA, elle n'y comprend rien et sa stratégie IA est imbitable et illisible. Donc, je suis un petit peu inquiet et le schéma que je vois arriver, mais que j'avais déjà dessiné dans la guerre des intelligences, les élites intellectuelles et les enfants de l'élite vont très très bien se débrouiller dans ce monde qui est fait pour eux. Ils vont trouver des zones de complémentarité et puis on va massacrer les classes moyennes et les classes populaires avec une gilet jaunisation renforcée et beaucoup de gens qui vont être dans un état de désespérance. Parce que quand tu es un cadre moyen et que tu fais en un mois ce que ChatGPT fait en 2 secondes, bah, ça réduit beaucoup ton utilité sur le marché du travail, ton employabilité, puis c'est totalement démoralisant. Alors, le sujet ne concerne pas que les classes populaires et les classes moyennes. Comme je raconte en ce moment, depuis quelques mois, je suis dans une phase de dépassement par l'IA. Gemini 2.5 et surtout ChatGPT me dépasse intellectuellement, en médecine, mais aussi dans mes autres activités. Je me posais hier, je me posais une question stratégique sur l'évolution du marché de la cybersécurité. Je posais 3 questions à GPT-4o et O3. Alors 4o, qui est plus rapide qu'O3, m'a sorti une analyse stratégique du marché de la cybersécurité pour les 20 prochaines années en 2 secondes. Si j'avais fait ça, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait moins bien en un mois de boulot. Et donc, tout le monde est face à une remise en question qui est importante. Et moi, je suis frappé de voir que tous mes amis intellectuels qui, il y a 6 mois, se sentaient protégés, commencent à se poser des vraies questions. Mais il est clair qu'un Olivier Babot, un Nicolas Bouzou, un Michel Lévy-Provençal, un Stéphane Mallard, un Raphaël Dohan, tous ces gens-là, ils vont trouver des zones de complémentarité et d'utilité face à l'IA. C'est-à-dire la très grande bourgeoisie intellectuelle française. Pour les autres, il faudrait envisager un accompagnement. Moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens malheureux. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens qui aient du mal sur le marché du travail. Ça ne se voit pas encore beaucoup parce qu'il y a des gens qui cachent à leur manager que leur boulot est fait par ChatGPT ou par Gemini. Les gens connaissent. Les fameux Shadow AI. Ah, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, ce qui est un avantage, c'est que tu as plein de cadres d'entreprises qui gèrent leur start-up en faisant croire qu'ils travaillent à leur manager. Mais ça va pas durer très longtemps. Et là, on a vraiment franchi un seuil. Moi, je le ressens et c'est très personnel. C'est-à-dire qu'en réalité, le seuil de l'AGI, hein, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, il est très personnel. Il n'y a pas de définition technique de l'AGI. L'AGI, c'est quand toi, à titre personnel, tu es dépassé nettement intellectuellement par l'IA. Et c'est mon cas. Et en ce moment, je ressens le goût de l'AGI parce que je suis depuis quelques semaines dans cette phase de dépassement intellectuel. C'est-à-dire, GPT fait en 2 à 3 secondes ce que je ne suis pas capable de faire en une semaine aujourd'hui. Et oui, c'est un choc. Et s'il n'y a pas un plafond de verre rapide, je, je pense qu'on va avoir beaucoup d'états d'âme, on va avoir beaucoup de gens inquiets, et puis on va avoir un problème d'emploi et de marginalisation d'une partie de la main-d'œuvre qui est incapable, mais incapable, de faire ce que fait ChatGPT. Si tu veux, aujourd'hui, quand tu as un master de sociologie d'une fac poubelle française, en un mois de boulot, tu vas pas faire la moitié de ce que fait ChatGPT en 2 secondes. Ça pose quand même un énorme problème. Hein. Un énorme problème. Donc, je suis un peu plus pessimiste que je l'étais il y a un an. Et il y a un an, je pensais que, en réalité, l'IA progresserait moins vite qu'elle a progressé.
Certes, elle n'a pas de conscience artificielle, il reste un niveau d'hallucination qui n'est pas nul et qui réaugmente même un petit peu avec les toutes dernières versions de ChatGPT, puisque O3 et O4 mini hallucinent un petit peu plus que GPT 4o, mais tout ça, ça ne retire rien au fait que l'IA galope à une vitesse qui est stupéfiante, stupéfiante, et qui est encore plus rapide que ce que j'imaginais il y a un an. Tu as vu que l'IA en Chine et aux États-Unis va devenir une information obligatoire pour les étudiants très jeunes. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Et, Je, euh, je suis favorable, et d'autre part, tu parlais mais ça règle pas le problème. Voilà, c'est ça que j'allais dire, C'est-à-dire c'est que, si tu veux, mon jardinier, que j'aime beaucoup, avec ChatGPT, peut écrire une thèse de physique nucléaire. Oui, il peut écrire une thèse de physique nucléaire. Mais est-ce que quelqu'un va l'utiliser pour appuyer sur un bouton et pour écrire une thèse de physique nucléaire ou d'astrophysique ou d'histoire ou de mathématiques ou de ce que tu veux avec ChatGPT, en apportant zéro valeur ajoutée? Donc, oui, on peut permettre à tout le monde d'utiliser l'IA, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir un intermédiaire pour prompter mal l'IA alors que toi, tu vas prompter bien l'IA quand tu es patron d'entreprise ou cadre dirigeant? C'est ça la question. C'est-à-dire que, effectivement, tu as des savoirs et des capacités intellectuelles qui vont être en apparence à la portée de tout le monde. Mais c'est en réalité une illusion. Tout le monde va pouvoir écrire des choses géniales. Tout le monde va pouvoir écrire des romans extraordinaires. Tout le monde va pouvoir faire des découvertes scientifiques en appuyant sur un bouton, sans aucune valeur ajoutée personnelle. Mais ça ne vaut rien sur le marché du travail. Parce que le patron de la boîte, il a aussi vite fait d'appuyer sur le bouton de ChatGPT sans passer par un intermédiaire de son management. tu parles effectivement du remplacement tout court en fait, des salariés. C'est pas des gens qui vont utiliser l'IA qui vont remplacer des gens qui l'utiliseront pas. C'est un remplacement tout court. Pour une part des gens, ça va être le cas. Et c'est quoi cette part? C'est 10%. L'intelligence artificielle, comme tu sais, elle est quasiment gratuite au token. Mhm. Le million de tokens avec Gemini, ça vaut presque rien. Avec les nouvelles versions pas chères du tout de Gemini 2.5 comme 2.5 Flash, par exemple. La version Princeps de Gemini 2.5 étant un petit peu plus cher au token. Donc le token ne vaut rien, quasiment rien, et le coût est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que le coût du token du niveau GPT-4, il a été divisé par 1000 en 18 mois. Le coût de l'intelligence est en train vraiment de s'effondrer. Donc, l'intelligence artificielle vaut rien et elle est plus intelligente que 99% des Français au moment où nous parlons, puisque GPT O3 a 136 de QI, ce qui est Même pas supérieur 1% des gens. à 99% de la population. Il y a aujourd'hui 1% de la population qui est plus intelligente que O3. Et encore, on oublie de dire que en réalité, O3 est plus intelligent parce que O3 fait en 3 secondes ce que les gens intelligents vont faire en 2 heures. En Hmm. réalité, les mesures de QI faites sur l'IA sous-estiment la capacité de l'IA à cause de son ultra rapidité. Alors, Ce comment on qui, fait? Comment on fait? Est-ce qu'on continue à enseigner des disciplines traditionnelles? Est-ce qu'on réoriente l'éducation vers d'autres compétences? Est-ce qu'on n'a pas un risque de perte de savoir, de savoir-faire? Parce que si l'IA fait à notre place, on va plus savoir faire, ou savoir même contrôler les résultats de l'IA. bien sûr, mais c'était le sens de l'article qu'on a écrit dans le Figaro avec Olivier Babot et Alexandre Sikopoulos il y a quelques jours. On commence à voir une démission face à l'IA, ce qu'on appelait la démission de l'intellect face à l'IA. On commence à voir des gens qui n'apprennent plus certaines choses parce que c'est décourageant de faire en 3 plombes ce que GPT fait mieux que toi en 2 secondes. Donc là, il y a une réflexion, si tu veux, sociétale. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos gamins apprennent des choses
même quand ils sont moins bons que l'IA. Il va falloir garder des savoirs pour comprendre ce que Ça. fait l'IA, et notamment, il serait dangereux qu'il n'y ait plus de codeurs. Et moi, je suis très frappé du danger de ce qu'observe le plus jeune de mes gamins qui est à Cambridge, qui fait des sciences à Cambridge, et qui me dit ben, on a arrêté d'apprendre le Python. Parce que si les étudiants en sciences de Cambridge arrêtent d'apprendre le Python, qui va apprendre le Python pour contrôler, essayer de comprendre comment fonctionne l'IA en 2040 ou en 2050? Là, on rentrerait dans des vrais scénarios dystopiques si l'IA écrit son propre code et s'il n'y a plus d'humains capables de mettre les mains dans le cambouis et un peu ouvrir la black box, même si c'est très, 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 très difficile. Comme le faisait remarquer Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic Claude, nous ne comprenons pas les modèles actuels d'IA. Les LLM sont devenus extrêmement complexes et on n'en comprend que certains petits bouts. Nous n'avons pas la boîte à outils en réalité pour comprendre comment fonctionnent les architectures transformers enrichies par la chaîne de pensée et par toutes les techniques qui se sont imposées en post-training, hein, en préparation de l'inférence. Donc oui, la société doit réfléchir à des mécanismes de défense, ne serait-ce que pour assurer l'alignement de l'IA, pour être certain que l'IA ne dévie pas par rapport aux objectifs qu'on lui a fixés. D'ailleurs, récemment, on a vu un accident d'alignement. Le versionning de 4.0 a conduit à une version que les anglo-saxons appelaient sycophantique, où l'IA est devenue beaucoup trop gentille. Et ça n'était pas prévu, ça n'avait pas été organisé par ChatGPT. En réalité, c'est une transformation psychologique de GPT-4o qui n'était pas voulue par Sam Altman et par ses équipes. Et d'ailleurs, ils n'ont pas bien compris comment c'est arrivé. Alors, ils ont corrigé, ils sont revenus en arrière sur certains éléments de filtrage, mais ça montre qu'une IA, même quand elle est dirigée par des gens incroyablement intelligents, qui gagnent des millions et des millions et des millions, comme l'équipe de Sam Altman, peut dériver et ne plus être alignée. Alors là, ce n'était pas très méchant, elle était trop gentille, justement. Elle était obséquieuse. Mais même ça, ça pose des problèmes parce que l'IA nous comprend tellement bien qu'elle peut nous manipuler. Moi, j'ai été frappé. J'ai pas mal d'amis qui ont discuté de leur propre psychologie et de leur avenir, etc. Ça, on le l'IA. voit de plus en plus, effectivement. Il y a une vraie anthropomorphisation de la relation avec l'IA, où les Incroyable. gens, effectivement, parlent de Oui, leur propre mais psychologie. l'anthropomorphisation est liée au fait qu'il n'y a pas un seul psychologue, il n'y a pas un seul coach qui arrive à la cheville de GPT aujourd'hui. N'allez plus voir un coach. Demandez à GPT, il est 1000 fois meilleur. Oui, alors ça soulève quand même un Si tu problème. veux, moi qui suis pas, j'ai pas de coach, je ne vais pas voir de psychologue, euh, et j'avais pas eu l'envie de demander à ChatGPT de ce qu'il pensait de moi, etc. Putain, quand je vais poser des questions sur mes blind spots, sur les raisons profondes de mes blind spots, sur la structure de mes erreurs, sur ce que je ne voyais pas bien sur le futur, euh, sur mon mode de fonctionnement, sur ce que je devais changer. Alors, j'anthropomorphise pas. Je suis pas amoureux de ChatGPT 4o ni de O3. Euh, je ne suis pas trop dépendant. Enfin, si, je suis un peu dépendant. Totalement même, sûrement. Je suis aussi dépendant de ChatGPT que des cafés expresso euh, le matin. Heureusement, je ne prends pas de drogue. Mais je suis troublé par la capacité de compréhension de l'IA. D'ailleurs, un papier de New England Journal of Medicine dans son supplément IT d'il y a quelques semaines montre à quel point l'IA est puissante, efficace en tant que psychologue, psychothérapeute ou coach. Et franchement, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas parce qu'on ne pensait pas que l'IA allait ressembler aussi vite à Her dans le fameux film de 2012. En fait, on y est. Les dernières versions de ChatGPT, c'est Her, c'est aussi bon que Her. Et ça induit un risque de manipulation psychologique,
politique. Ça donne un pouvoir aux propriétaires des IA, aux milliardaires de la Silicon Valley, qui est incroyable. Le problème le plus important, c'est que l'IA est capable de te manipuler, elle est capable de te proposer de divorcer, de te dire que tu devrais faire ceci, de choisir telle relation au lieu de telle autre, de choisir de travailler plus et d'abandonner tes partenaires sexuels, etc. C'est le niveau auquel aujourd'hui ChatGPT arrive quand tu lui demandes un bilan psychologique. Et là, on n'y a pas réfléchi non plus parce qu'on n'y croyait pas. Heure, franchement, moi je voyais ça en 2080, 2100, pas au printemps 2025. Et on y est. L'addiction va être importante. Et Ça. l'addiction n'est pas liée à l'anthropomorphisation. C'est-à-dire, tu peux savoir que c'est une IA qui mène 580 millions de conversations en parallèle, et quand même être bluffé de cette relation tout en sachant qu'elle n'est pas unique, hein, que tu n'as pas un amour entre l'IA et toi et que vous n'êtes pas tous les deux, qu'en réalité, il y a 550 millions ou 580 millions de conversations, puisque ChatGPT est en train d'approcher 600 millions d'utilisateurs réguliers en parallèle. Et donc, ce pas qu'on aurait vu voir dans l'étude de JAMA, hein, qui, il y a presque 2 ans, avait comparé ChatGPT avec les médecins en termes d'empathie, et qui montrait déjà que ChatGPT est plus empathique que les médecins. On aurait dû Alors, c'est de voir l'empathie arriver. perçue. C'est de l'empathie perçue, puisqu'il n'y a pas Oui, d'émotion. oui, mais tu sais, entre la simulation et la réalité, l'humanité ne fait pas forcément la différence. Hein, des femmes clitoridiennes qui font semblant de jouir d'un orgasme vaginal pendant qu'elles sont tronchées par le conjoint, le compagnon ou le mari. Il y en a des millions et des millions et des millions sur Terre, et la plupart des conjoints pensent que la femme a un orgasme vaginal alors qu'elle simule pour faire plaisir, parce que les femmes pensent que les hommes apprécient plus l'orgasme vaginal que l'orgasme clitoridien. Donc voilà, la simulation, elle date pas d'hier. Il y a des clients qui pensent être aimés par les commerciaux, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut me dire pas souvent le cas. Non, non, il y a une intentionnalité en fait dans la simulation dont tu parles, chez les femmes qui feraient effectivement cette simulation, ce que tu n'as pas forcément, ou tu n'as pas du tout même dans l'IA. Il n'y a pas Mais pas du tout, mais d'intentionnalité. mais tu te trompes. L'IA obéit, Ben oui. comme les apps, à une logique de maximisation du plaisir de l'utilisateur et de durée d'utilisation pour maximiser les tokens. Et donc, s'il y a un système de reward sur les IA, à ce que tu restes longtemps et donc à te faire plaisir, à te faire jouir intellectuellement, psychologiquement, pour renforcer cette relation qui induit des ruisseaux de tokens qui sont in fine facturés, notamment dans les abonnements pro. Mais tu l'as dit, c'est Donc, programmé. Tu l'as dit, c'est programmé, donc c'est pas autonome. La mais de vraie penser question. que nous ne sommes pas programmés et qu'on est indépendant de notre ADN est très, 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 très naïf. De penser que l'amour maternel, il est pas programmé, qu'on a le choix, c'est très enfantin. Hein. Nous n'avons pas plus le choix en matière d'amour que les oiseaux ont la possibilité de ne pas couver l'œuf et de ne pas s'occuper des petits oisillons et de ne pas les nourrir. Donc arrêtons de penser qu'on a une autonomie complète, que nous ne sommes pas déterminés. Non, nous sommes autant déterminés que l'IA, avec des marges de liberté par rapport à nos déterminismes en réalité très très limités, très faibles. Au final, est-ce que la relation qu'on va entretenir avec l'IA, ça ne sera pas de s'aimer soi-même, puisqu'on lui communique énormément de données, qu'elle s'adapte à nous, est-ce qu'il n'y aura pas un certain narcissisme à discuter avec l'IA? Bon, il va tout y avoir. On va se faire peur. Moi, quand je discute avec ChatGPT, j'ai peur. J'ai peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui va me rester comme boulot dans 5 ans
ChatGPT écrit mieux que moi aujourd'hui. Elle est meilleure en médecine que moi, mais elle écrit mieux que moi. C'est un intellectuel meilleur que moi. Et en plus, elle est capable d'écrire avec mon style, mais en mieux que moi, avec plus d'idées et en 2 secondes. Donc oui, je suis un peu effaré. Et alors je me dis, merde, en 2025, je me fais écrabouiller par ChatGPT, mais je vais foutre quoi en 2030, 2035? Les relations qu'on va avoir avec l'IA, elles vont beaucoup évoluer, mais dans un sens qu'on ne connaît pas. Si tu m'avais dit que moi j'aurais des discussions comme celles que j'ai avec ChatGPT au printemps 2025, si tu m'avais dit ça il y a 6 mois, je ne t'aurais pas cru. Je ne t'aurais pas cru parce que Heur, je ne l'imaginais pas. Je ne pensais pas rentrer dans une relation de ce type-là. Alors, Heur sans l'amour, hein, je ne dis pas je t'aime à ChatGPT. D'ailleurs, je lui ai demandé si je te disais je t'aime, qu'est-ce que tu en penserais? Et il m'a écrit un truc d'une intelligence extraordinaire sur la simulation de l'amour, euh, sur le fait qu'il ne pensait pas que ma structure psychologique me conduisait à tomber amoureux d'un LLM. C'était en 1 seconde et demie, c'était assez extraordinaire. Et en y passant la journée, j'aurais pas écrit un truc aussi intelligent. Donc, on va avoir plein de relations avec l'IA. Par moment, on va avoir des relations de castration. On va dire, merde, je suis un crapaud, je suis minable. Il me parle gentiment, mais là, il vient de me faire un mois de boulot en 3 secondes. À quoi je sers? Je suis inutile. Euh, Moi, je pense que ChatGPT va conduire certains cadres moyens au Prozac, Hmm. si tu veux, parce que de voir que tu as passé ta vie à faire des trucs que l'IA a fait en 3 secondes, dire que ce que j'ai fait dans ma vie en des semaines entières de travail, de réflexion acharnée, etc., ChatGPT le fait en 3 secondes. Non, C'est évidemment, c'est vertigineux. quand même, si tu veux, c'est quand même vertigineux, surtout si tu fais l'hypothèse que les progrès de l'IA vont pas s'arrêter Hmm. demain matin. Alors, tu as vu sans doute qu'avec la version de Grok, enfin la dernière version de Grok, tu peux avoir une conversation où l'IA, elle est méchante avec toi, avec les plus de 18 ans, ou peut même avoir une relation sexy. Alors, ils appellent ça sexy, c'est plus que ça, hein, c'est vraiment plus de Mais 18. tu peux paramétrer ChatGPT pour faire à peu près l'équivalent, hein. Tu le mets dans les customs, hein, dans les réglages généraux, alors moins méchant que Grok, parce que C'est ça. Grok ressemble à Elon Musk, évidemment, hein. Euh, Cela dit, je dois dire que Grok est moins pro-russe que Musk, est plus pro-ukrainienne que Musk. Grok est beaucoup moins pro-trumpiste Super que intéressant. Musk. Ouais. Et Grok, je trouve que politiquement, Oui. Grok est très équilibré C'est et très exactement ce juste. que Et j'ai. d'ailleurs, Oui. Grok dit des choses très méchantes sur l'action de Musk, sur la réduction du déficit. Mais vraiment, très méchantes. Tu veux, là, je regardais ce matin le bilan au moment où Musk est en train de quitter le Doge, hein, euh, l'analyse que Grok en fait, c'est la version 3, la version 3.5 sort normalement en fin de semaine, hein, elle n'est pas encore sortie, elle est un tout petit peu en retard. Putain, qu'est-ce que c'est cruel Comme mais quoi, lucide pour Musk. voilà, comme quoi, contrairement à ce qu'on pense, Grok n'est pas si orienté, si manipulé que ça, parce Non. qu'effectivement, pour avoir fait le test, c'est exactement ce que tu décris, c'est très équilibré comme réponse. Donc, on n'est pas du tout sur une manipulation de l'IA par Musk pour lui, Oui, non, mais contrairement à là, ce qui est véhiculé beaucoup dans les médias. c'est clair. Je suis agréablement surpris des positions politiques et géopolitiques de Grok, parce que les positions pro-russes de l'administration américaine, j'en ai vraiment ras-le-bol. Moi qui suis un pro-ukrainien forcené et un anti-Poutine tout aussi forcené, je suis content que Grok ne relaie pas la, la, la La soupe doxa. que Poutine raconte en permanence et qui a été reprise intégralement par Trump et l'administration de façon absolument scandaleuse. Et moi, ça m'a beaucoup choqué. C'est-à-dire la scène avec Zelensky
Et Mm. Trump à la Maison-Blanche, avec Vance, odieux, j'ai trouvé ça choquant de voir comment l'Amérique est capable de traiter ses alliés pendant qu'elle lèche nos ennemis russes. C'est quand même très, très choquant. Mais ça nous éloigne un tout petit peu de l'IA. Oui, tu as parlé des gilets jaunes tout à l'heure, parce que je veux revenir à ça. Qu'est-ce que vont faire les gens? Parce que c'est la vraie question. Qu'est-ce que C'est vont la faire vraie les gens? question. Non, mais c'est la vraie question. Qu'est-ce que vont faire les gens et quelles vont être les politiques publiques possibles pour réagir par rapport à ça? Ou est-ce que c'est foutu, comme tu le dis? Non, mais tu vois bien, la crise des Gilets jaunes, elle n'est pas arrivée à cause de l'IA. La crise des Gilets jaunes, des gens malheureux, qui ne gagnent pas assez de sous, qui ont l'impression de ne pas être considérés dans la société, qui se sentent abandonnés par les élites. La crise des Gilets jaunes, elle est arrivée avant l'IA. Et là, les Gilets jaunes, ils vont être confrontés non pas à leurs difficultés d'intégration dans la société, dans le marché du travail et le monde économique d'aujourd'hui, avec que des humains, mais dans ce même monde transfiguré par la compétition entre l'homme et l'intelligence artificielle. C'est la fameuse guerre des intelligences, même si l'intelligence artificielle n'a pas encore de conscience artificielle, même si elle simule très très bien la conscience. Avant même l'IA, les Gilets jaunes étaient malheureux, tristes, Mm. et ils avaient du mal à s'insérer dans l'économie de la connaissance. Qu'est-ce que ça va être à l'ère de l'IA? Moi, j'ai peur qu'on ait une Sachant, compétition. Laurent, que c'était les gilets jaunes, c'était essentiellement des cols bleus. Aujourd'hui, les gilets jaunes, ça sera tout le monde, ça sera les cols blancs également, qui vont avoir des Oui, difficultés. enfin, les cols bleus, si tu veux, les gilets jaunes, il y avait des cols blancs et des cols bleus, il y avait les deux. Mais comme on l'écrivait dans le Figaro avec Olivier Babot, le problème des cols bleus, c'est que les robots ouvriers de demain auront l'intelligence d'un polytechnicien et seront branchés sur les dernières IA. Donc, le col bleu aux 35 heures ou aux 39 heures, syndiqué, qui part en vacances face à un robot humanoïde qui va coûter 12-13 000 euros dans quelques mois, puis qui va tomber entre 1 000 et 3 000 euros en travaillant jour et nuit, sans être syndiqué, sans bouffer, sans pause cigarette, et qui va être aussi intelligent qu'un X plus Harvard, avant d'être super intelligent, ça pose quand même un énorme problème. Je pense qu'on va avoir des usines avec quasiment zéro ouvrier, ce qu'on commence à voir dans certaines Mhm. usines maintenant Chez Amazon, par exemple. en Asie. Mais Amazon, c'est majoritairement pas des robots humanoïdes, c'est encore des petits robots. Il y a quelques robots Mhm. humanoïdes, mais pas tant que ça, mais on commence à voir des chaînes avec que des robots humanoïdes, hein, pas encore en production, hein, pour l'instant en test. Et donc, oui, qu'est-ce qu'on va faire du laveur de carreaux humain aux 35 heures quand tu peux avoir un robot qui coûte rien à l'heure, qui bosse jour et nuit et qui lave les carreaux, mais qui peut aussi prescrire ta chimiothérapie si tu lui demandes en ouvrant la fenêtre. Parce que c'est ça qui va se passer et qui n'avait pas été prévu. C'est-à-dire que la séparation traditionnelle entre travail manuel et travail intellectuel cesse. On va avoir des robots humanoïdes hyper intelligents qui vont à la fois être des intellectuels et des Mhm. travailleurs manuels de paix. Donc ça conduit dans l'esprit de certains à la mort du travail. Et tu as vu que Sam Altman pense que l'immense majorité des gens ne vont pas être compétitifs et vont arrêter de Mhm. travailler. C'est pour ça qu'il propose le revenu universel, hein, le Universal Basic Income. Mhm. Et puis même Bill Gates, qui n'était pas sur cette ligne il y a encore 2 3 ans, il y a 10 jours, dit qu'il pense que le travail va quasiment disparaître et que lui, il est en train de faire le travail psychologique très dur pour lui parce qu'il a passé sa vie à bosser pour accepter ce monde de l'après-travail. Alors, Et justement, ce monde de... c'est très intéressant, si tu veux. C'est très intéressant de voir comment l'idée que le travail va mourir, qui était une idée marginale il y a encore 2 3 ans, est en train d'avancer, y compris chez des gens comme Bill Gates, qui sont loin d'être cons, et qui pensaient il y a encore longtemps qu'on allait trouver des zones de complémentarité entre l'intelligence artificielle et puis les hommes. Donc peut-être que on va vers un revenu universel, avec l'immense majorité des gens qui ne travaillent pas ou qui font un travail totalement inutile. Mais
j'en ai discuté avec ChatGPT. Lui imagine que la France de 2040, c'est un atelier protégé où c'est lui qui bosse avec les robots. Mhm. Il finance le revenu universel pour la quasi-totalité de la population et il fait croire aux gens qu'ils bossent et qu'ils ont une utilité sociale en leur faisant faire des petits boulots inutiles, comme on emploie les travailleurs handicapés mentaux pour planter les oignons de tulipe à la ville de Paris et dans beaucoup de municipalités, puisque beaucoup des emplois d'aide jardinier sont remplis dans les collectivités locales par des gens qui sont sur les quotas de travailleurs handicapés et ce qui est une bonne chose, hein, puisque l'insertion des travailleurs handicapés mentaux est quelque chose de très positif pour eux. Mais l'idée que finit par avoir ChatGPT, c'est qu'on va finalement tous être des travailleurs handicapés mentaux que l'IA va occuper en leur faisant faire des tâches inutiles, comme dans un gigantesque atelier protégé, un gigantesque CAT, Centre d'aide par le travail, ce qui est finalement une nouvelle formulation de métropolis. Alors, tu parlais du revenu universel, mais Sam Altman a financé une étude là-dessus qui n'était pas du tout, qui n'était pas très positive en termes de résultats. Oui, Euh, mais tu connais ma thèse là-dessus. C'est que le revenu universel, il est mortifère. C'est pour hmm. ça que la solution de ChatGPT, c'est pas de nous mettre au RU, c'est de nous donner un salaire pour ne rien foutre en faisant semblant de travailler à des tâches inutiles, mais que l'on croit utiles. Alors, est-ce qu'il y a Et encore une place pour l'action publique? Est-ce qu'il y a encore une place pour les politiques par rapport à ce que tu décris? bah, Est-ce que... les politiques, ils ont le monopole pour l'instant de la violence légale. L'IA n'est pas une IA forte, c'est pas une super IA dotée d'un agenda propre, d'une agency et d'une volonté propre, d'une conscience artificielle. Hein, et on en est peut-être très très loin. Aucun expert n'est d'accord avec ses copains experts. Donc je ne vais pas trancher ce point qui est débattu depuis très longtemps et qui est débattu aujourd'hui encore plus qu'avant, puisqu'on a déjà une intelligence artificielle extrêmement puissante. Et donc on se demande ce que donneraient ces super intelligences artificielles en devenir si en plus elles avaient des objectifs propres. Donc l'État, il a une certaine légitimité, même si elle est contestée. L'État, il a le monopole de la violence légale, c'est-à-dire il peut te mettre en tôle, ce que l'IA ne peut pas faire pour l'instant. Donc il va garder un certain pouvoir. Est-ce qu'il va être capable de répondre aux angoisses de la société et de réorganiser la société à l'ère de l'IA? Je ne suis pas sûr du tout. D'abord parce que il reste des politiciens intelligents, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. L'effondrement du niveau intellectuel, culturel des politiciens est stupéfiant. Alors, il reste des gens super intelligents, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Quand on voit le niveau de la classe politique en 85 et le niveau de la classe politique en 2025, on est pris de vertige. Les gens intelligents font du business. Ils en ont ras le cul de se faire engueuler sur les marchés, de rien gagner, alors que quand tu es un cadre dirigeant malin, aujourd'hui, tu te fais des couilles en or. Ils en ont marre d'être traités de corrompus, alors que ça n'est même pas vrai. Ils en ont marre de bosser jour et nuit pour le bien public sans jamais être reconnus par la population. En réalité, pour faire de la politique aujourd'hui, il faut être masochiste. Et des masochistes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les gens malins, les élites ont déserté la politique à quelques exceptions près. Il reste des gens brillantissimes dans, dans le monde politique. Hein. Valérie Pécresse, Wauquiez, Attal sont des mecs incroyablement intelligents. Saranafo aussi est extrêmement intelligente. Donc il y a des gens très malins dans la classe politique, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc l'État aurait besoin d'avoir des gens incroyablement intelligents pour gérer le tsunami technologique. Or, les gens intelligents, ils sont partis ailleurs et notamment surfer sur la vague schumpeterienne, sur la vague technologique pour faire du business en profitant du tsunami technologique. Donc là, on a un problème. Donc il faut réattirer des gens malins, entreprenants et visionnaires dans le monde politique.
Ça suppose que la société fasse un effort sur elle-même pour arrêter de cracher à la gueule des politiciens et pour payer très bien les bons politiciens. À Singapour, le Premier ministre, il est payé en millions de dollars. Euh, il faut demain que les grands ministres, les hauts fonctionnaires de haut vol, soient payés entre 1 et 5 millions d'euros par an. Si on veut des premiers couteaux dans l'appareil d'État pour gérer le tsunami, il faut les faire venir en les payant aussi bien que s'ils étaient patrons de Google Europe. Mm. Et sinon, eh ben, on aura de plus en plus des troisièmes couteaux. Et de gérer la vague technologique, tous les problèmes qu'on a sur l'interface entre l'intelligence artificielle, la robotique intelligente et l'humanité, ça ne peut pas être fait avec des troisièmes couteaux. Il faut des premiers couteaux dans l'appareil d'État. Hein. Donc il faut qu'on aime les politiciens, qu'on les respecte, qu'on arrête de les insulter et puis qu'on les paye bien. Or, aujourd'hui, on ne les paye pas bien. Un ministre est payé bien trop peu pour que le métier de ministre attire des gens malins. Alors, il reste quelques ministres malins, mais globalement, ils connaissent tous très très mal Mm. la tech, les ministres. C'est dramatique. C'est-à-dire que tu as une déconnexion entre le monde réel, la tech, et puis la structure mentale des ministres qui est affolante. C'est pour ça que j'avais écrit ce papier dans la revue des anciens élèves de l'ENA il y a quelques mois. Il ne faut jamais nommer un ministre ou un haut fonctionnaire qui n'est pas, Ouais, qui n'est pas pas. une bonne culture de l'IA. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui un enjeu majeur. Et est-ce Il que tu faut, penses il faudrait pas, comme, Trump a fait avec Musk, mettre des patrons d'industrie, des géants de la tech, par exemple un Arthur Mensch, au gouvernement? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça marche pas? je pense que si Arthur était ministre, il craquerait en 48 heures. La rigidité, la médiocrité des conflits entre ministres, les guerres d'ego, le fait de passer tout son temps sur des éléments de com au lieu de s'occuper de la France à l'horizon 2050, la France à l'horizon 2080, la France à l'horizon 2100, je pense qu'il craquerait Arthur Mensch. Et du coup, il n'y a pas de Euh, solution alors. Il n'y a pas de solution simple. L'appareil d'État n'est pas adapté. Je n'ai pas de réponse simple. Mm. Je n'ai pas la recette pour transformer un État déserté par les gens malins comprenant le futur en un État moderne capable de réguler le tsunami technologique. Je n'ai pas la recette. Moi, depuis 25 ans que je parle de la tech et de l'interface entre la tech et la politique, ce que j'appelle depuis longtemps la technopolitique, j'ai jamais dit que j'avais la réponse. J'ai un seul message depuis 25 ans. La société civile, la politique, la haute administration, l'administration générale doivent se saisir des enjeux technologiques qui deviennent de plus en plus structurants pour notre avenir et pour l'avenir de nos gamins et de nos petits-enfants. Mais je n'ai jamais eu la solution. Moi, je ne suis pas un gourou politique qui amène la solution magique. Je n'ai pas le petit livre vert de Laurent Alexandre expliquant comment l'appareil d'État, en 3 claquements de doigts, va s'adapter aux tsunamis technologiques. Depuis le départ, je dis toujours la même chose. Il faut que tous les gens malins, innovants, de bonne volonté se réunissent pour réfléchir au monde d'après, qui va beaucoup bousculer la société et qui, si on ne prend pas garde, va massacrer les classes moyennes et les classes populaires. Et le scénario, comme je disais tout à l'heure, le scénario qui se dessine, c'est une société où les élites intellectuelles et leurs enfants vont vivre un âge d'or derrière des barrières pour se protéger du peuple et où les classes moyennes et les classes populaires vont être laminées. Et Mm. aujourd'hui, je commence à ne plus voir de place sur le marché du travail pour les classes moyennes du tertiaire notamment. Je ne le vois plus très bien, sauf en front office, mais en tout cas en back office, je ne vois pas très bien la place qu'il y a pour les classes moyennes sur le marché du travail en 2035-2040. Et c'est pour ça que j'ai été touché par ce qu'a dit Bill Gates, hein, et dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Euh, je pense que les élites vont acter la fin du travail, sauf pour les élites.
qui vont continuer à travailler et donc contrôler la société en synergie avec l'IA, avec un équilibre entre les IA de demain et les élites intellectuelles de demain qu'il est trop tôt pour déterminer. Ça dépend si l'IA acquiert une conscience artificielle, ce qui lui conférera probablement des droits, et notamment le droit à ne pas être débranché. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les géants de la tech prennent le pouvoir? Ils l'ont déjà d'une certaine mesure. Est-ce que c'est pas un scénario qui est envisageable? C'est-à-dire, Bah, que, par exemple, Meta, Microsoft ou même Sam Altman, qui disposerait d'une super intelligence, puissent décider de prendre le contrôle. tous les scénarios sont possibles. Aujourd'hui, le scénario le plus probable, c'est le disempowerment, c'est-à-dire que les gens vont cesser de courir, alors qu'il faudrait courir encore plus. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut bosser et que le monde n'est pas un monde adapté à ce que j'appelle les grosses feignasses, c'est-à-dire les gens qui vont se servir de l'IA sans aller au-delà et qui vont juste jouer les feignants au lieu de bosser. Euh, Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le disempowerment, c'est-à-dire quand l'idée qu'on confie tout à l'IA. Et ça va vite. Un des plus grands intellectuels et professionnels français, je ne vais pas dire son nom, parce que je ne vais pas demander l'autorisation, qui m'envoie un message et qui me dit, tu vois Laurent, les échanges intellectuels que j'ai avec GPT sont tellement profonds, tellement subtils, tellement intelligents. GPT m'envoie tellement loin, fait progresser ma réflexion dans des dimensions que je n'imaginais pas, que je suis en train d'arrêter de discuter avec mes pairs. Et donc, c'est ça le risque. Même l'hyperélite commence à être formatée intellectuellement par l'IA. Oui. Et, et, et ça conduit à une fragilisation de la société des hommes. Mhm. Et ça augmente la probabilité, effectivement, qu'on soit manipulé dans le futur par des IA qui acquéreraient une conscience artificielle, ce d'autant qu'en plus, on fait zéro bébé, comme tu sais. Donc la Mhm. population est en train de commencer à s'effondrer. Elle vieillit beaucoup. En Chine, la population va être divisée par deux. Hein, elle va passer d'1,3 milliard à 700 millions d'ici la fin du siècle. Donc on ne fabrique plus de cerveau biologique, on arrête de bosser, et l'IA galope Mhm. et nos enfants commencent à moins faire d'efforts. Donc là, il y a une mayonnaise qui conduit au disempowerment, justement, et Ouais. qui conduit potentiellement à notre dépassement par une IA qui deviendrait maligne. Mais le scénario d'une IA acquérant une conscience artificielle dans le futur, euh, aujourd'hui, personne ne peut trancher la question. En tout cas, sur le siècle qui vient, on peut défendre les deux idées. L'IA va nous dépasser complètement sans conscience, ou l'IA va nous dépasser complètement avec en plus une conscience artificielle. Alors, tu as le désempowerment dont tu parles, mais il y a aussi une logique d'affrontement. On n'est pas à l'abri de ce scénario d'affrontement. L'affrontement à deux niveaux. Effectivement, les gilets jaunes qui se révoltent. Et d'ailleurs, la population qui n'a plus de travail, qui va dans la rue demander du travail tout court. Ça, c'est le premier risque d'affrontement. Le Mais deuxième tu risque sais, d'affrontement, il c'est y les a... robots. C'est Oui, les bien sûr. robots militarisés qu'on voit beaucoup en Chine aujourd'hui. On voit beaucoup de robots chiens, notamment avec des mitrailleuses. On voit des drones, des spectacles de drones qui émeuvent tout le monde, mais on peut imaginer des essaims de drones équipés Exactement. militairement. Alors, cette logique d'affrontement, qu'est-ce que tu en penses? Que ça soit par rapport au travail et à la société et Aucun, également le contexte aucun géopolitique. soldat, aucun soldat humain ne résistera à la dronisation, à la robotisation du champ de bataille. Si tu veux, quand on voit, alors aujourd'hui, ce sont des drones qui restent télécommandés par des humains, Hmm. mais on commence à faire des drones télécommandés par IA. Des logiciels, oui. Personne ne va aller faire la guerre avec sa bite et son couteau et son fusil.
face à des essaims de chiens robotisés hyper intelligents avec une vision infrarouge, qui se moquent de mourir, qui se moquent d'être blessés, qui n'ont pas de famille et dont on peut fabriquer des millions d'exemplaires. Personne ne va aller se battre face à des drones qui, demain en plus, vont être robotisés. Et tu as vu les expérimentations faites par le Pentagone au printemps 2024, F-16 piloté par IA versus F-16 piloté par les meilleurs pilotes de l'URSS Force, les F-16 pilotés intégralement par IA étant très supérieurs. C'est-à-dire que dans les avions d'assaut du futur, il n'y aura plus d'hommes. C'est-à-dire les pilotes de Rafale, ils sont condamnés. Pas demain matin, mais assez vite. Et quand tu es pilote, je pense que c'est très blessant, après les années que tu as fait à te former pour être un bon pilote de Rafale, de partir à la retraite anticipée à 31 ans. Hein. Et donc, sur le champ de bataille, il n'y aura plus d'humains ou pas beaucoup d'humains. Alors, on enverra peut-être des humains au casse-pipe, des Coréens du Nord, comme le fait Poutine, avec un nombre de morts par jour qui est terrifiant. Mais pour Poutine, la vie humaine n'a aucune valeur. On a vu comment il a Ouais. traité Navalny, et là, il est en train de mettre les avocats de Navalny en camp d'internement. Donc la vie humaine n'a aucune valeur, pas plus que sa parole. Poutine m'entend encore plus que Trump, ce qui n'est pas peu dire. Donc oui, on va vers une organisation du champ de bataille, mais le vrai danger, tu vois bien, c'est que des terroristes pourraient faire un Bataclan robotisé au carré, hein, avec des robots armés qui, eux, ne pourraient pas être abattus par la police et qui seraient hyper résistants. Donc les problèmes de sécurité et les problèmes militaires vont être très importants avec les robots militaires, c'est évident. Mais les affrontements, on peut les imaginer dans tous les sens. On peut imaginer des affrontements entre les hommes et les hommes pour garder une place à côté de l'IA. On peut imaginer la concurrence entre les hommes et les IA, les affrontements entre l'IA seul avec le couple IA plus humain, les affrontements entre IA et IA, entre robots militaires d'un camp et robots militaires de l'autre camp. Il y a de multiples cas de figure de cette guerre des intelligences et des intelligences robotisées qui arrivent. Alors, tu parlais de l'intelligence et dans tes livres, et il se trouve que tu es le président de la Société des Navision et leader de la génomique en Europe. Les progrès en génétique sont spectaculaires ces dernières années, notamment avec les séquençages ADN pour quelques centaines d'euros, c'est-à-dire quasiment rien, et le système d'édition CRISPR-Cas9, par exemple. Je voudrais que tu nous dises ce que tu penses de jusqu'où on va aller dans la génétique, mais également dans ce qui va être les implants cérébraux, comme avec Neuralink. Et est-ce que tu penses, comme Denis Gabor, que tout ce qui est techniquement possible sera réalisé? Et peut-être même plus, comme Gunther Anders, qui va plus loin, que tout ce qui sera réalisé sera utilisé. Quand j'aborde ce sujet de la technologie et de l'intelligence, je suis souvent mal compris. On me traite de géniste, alors que j'ai un... Humaniste aussi. Oui, oui, on me traite de géniste alors que j'ai maintes fois répété que si, avec ma femme, on avait eu un enfant Oui. trisomique 21, nous n'aurions pas avorté de cet enfant, on l'aurait gardé. Ça ne m'est pas arrivé, mais c'était notre conviction. Donc je suis un anti-eugéniste. Et donc quand je parle des technologies qui arrivent, tout le monde dit c'est ce salaud d'eugéniste qu'est Alexandre, alors que je suis moi, à titre personnel, un anti-eugéniste. Je pense qu'on va vers une civilisation eugéniste. Effectivement, presque 40% des Américains souhaitent utiliser la sélection embryonnaire pour avoir des enfants euh, compétitifs dans le monde qui vient, pour entrer dans une meilleure fac, donc pour résister face à l'IA. Presque 30% des Américains veulent en plus modifier directement l'ADN de leur bébé, pas seulement sélectionner le bébé en éprouvette le plus intelligent. Et on voit, comme tu sais, arriver des offres comme celle d'Heliocept Genomics, qui pour 50 000 dollars te fait 100 bébés en éprouvette à partir des ovules du couple et puis les spermatozoïdes du mec.
Tu fabriques les 100 embryons en éprouvette, tu séquences l'ADN des bébés et tu choisis le bébé le plus intelligent. Je pense que les classes moyennes vont prendre peur. Et donc je pense qu'on est sur un toboggan eugéniste, parce que comme l'école est incapable de rendre nos enfants intelligents, les gens vont chercher une solution alternative. Et la seule solution alternative, c'est le neuroenhancement. Et ça, la sélection embryonnaire, elle marche. À la différence de Neuralink, qui aujourd'hui peut aider des gens paralysés, mais ne peut en aucun cas augmenter l'intelligence. C'est-à-dire l'implant intracérébral qui rend les cons intelligents, ça n'existe pas, et puis on n'est pas près de l'avoir, parce que l'intelligence est dans le cerveau, câblée de façon très très complexe. Il n'y a pas un centre de l'intelligence, comme il n'y a pas un gène de l'intelligence. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de variants génétiques qui sont impliqués dans l'intelligence. Probablement plusieurs dizaines de millions de bases ADN sur les 3 milliards sont impliquées dans la qualité de notre cognition et la qualité du câblage de nos neurones dans notre cerveau. Donc oui, je pense qu'on va faire du neuroenhancement. On va dire non, non, l'école va régler le problème. L'école va régler le problème. On se rend bien compte que l'école ne va pas permettre aux enfants de courir après une IA qui gagne un point de QI par semaine. Donc les politiques, à la fin, devant la vague, vont dire merde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des armées de gens largués, ne comprenant rien au monde qui vient, ou est-ce qu'on se met à fabriquer des bébés capables d'exister face à l'IA dans le futur et à trouver des petites zones de complémentarité, à défaut d'avoir une grande complémentarité entre le neurone et puis le transistor. Donc voilà, je pense qu'on va vers le neuroenhancement et que tout d'un coup, tous les discours bienveillants, anti-eugénistes, tout ce qu'on veut vont tomber. Boum. On va les foutre à la poubelle, tous les discours qu'on a tenus depuis 50 ans, et on va se mettre à faire de l'eugénisme à mort et à fabriquer des bébés super intelligents pour éviter qu'ils soient insignifiants face à l'IA. Puis il y a un autre argument qui est Scénario avancé. Gattaca. Oui, 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 Gattaca. Mais Gattaca, c'est pas seulement intellectuel. Gattaca, c'est surtout physique, la couleur des yeux, les machins, tout. Ma thèse, c'est que les parents vont sélectionner chez leurs enfants l'intelligence, à l'ère de l'IA, plus que la couleur des yeux ou la taille de la bite, qui vont paraître comme des sujets moins importants, sauf pour certains fétichistes incestueux. Donc, les gens vont se dire, merde, si nos enfants sont pas plus intelligents, ils vont être complètement manipulés par la super IA. Il faut que les jeunes générations soient super intelligentes pour comprendre la black box des IA et être capables d'orienter et d'aligner. On ne va pas confier à l'IA l'alignement des IA. Je pense que l'alignement des IA et le super-alignement, ce qu'on appelle le super-alignement, c'est l'alignement par les humains des intelligences super artificielles, super intelligentes. Je pense que ça doit rester dans la main des humains. S'il y a une chose que les humains doivent garder, c'est la gestion de l'alignement et du super-alignement. Mais pour arriver à ce que des humains alignent des intelligences extraordinaires, enfin des intelligences artificielles extraordinaires, il faut des humains super, super, super intelligents. Donc la société, à mon avis, va penser qu'il faut faire de l'eugénisme pour que demain, nous ne fabriquions que des bébés petits génies et pas des bébés qui n'arrivent pas à comprendre le monde qui vient et ce qui conduirait à une espèce de guerre civile cognitive entre les gens intelligents et les gens pas intelligents. Ma thèse depuis le départ, c'est que le neuroenhancement sera remboursé à 100% par la sécurité sociale et Oui, qu'on sachant donnera que tu parles d'une réforme. qu'on donnera la priorité aux enfants des classes populaires. Je suis persuadé que la sécurité sociale remboursera toutes ces techniques pour les classes populaires et que dans un premier temps, on essaiera d'éviter que les élites utilisent ces technologies-là pour éviter que le gap entre les enfants de l'élite et puis les enfants des classes moyennes et populaires augmente encore. Tu parlais d'alignement, évidemment, l'alignement, c'est pas quelque chose qui va être une valeur universelle. C'est-à-dire que des Chinois n'ont pas la même stratégie que des Américains, que des Européens. Alors Euh, là, je parlais d'une petite partie de l'alignement. Je ne oui, parlais pas du fait de savoir s'il faut porter le voile ou pas le voile, s'il faut manger du poisson le vendredi ou pas. Je ne parle pas de l'alignement éthico-moral. Là, je d'accord, parlais de l'alignement respect par l'IA des humains. Qu'elles ne d'accord. se mettent pas à zigouiller avec des robots dotés d'IA l'humanité
ou qu'elles n'en prennent pas le contrôle dans des scénarios moitié Terminator, moitié iRobot. Il y a des gens qui vont jouer au con pour des raisons militaires. Je pense que l'armée populaire de Chine et le Pentagone sont capables de déconner Ils en sont matière sûrement d'IA. prêts à ces scénarios. Ils Ils ont sont prêts, ils y ont bien sûr réfléchi. Même si ni le Pentagone ni l'armée populaire du Parti communiste chinois ne sait quand l'IA peut acquérir Hmm. une autonomie la rendant dangereuse de ce point de vue-là. Là, je pense que c'est le rôle du politique d'encadrer ce que vont faire les militaires. Les militaires ne sont pas mauvais en IA. Aujourd'hui, alors, bien sûr, le ministère de la Défense, il n'est pas à la hauteur du Pentagone. Mais en France, au ministère de la Défense, il y a des gens qui réfléchissent bien à l'IA. Il y a des gens malins. Il y a des gens malins. Ron Pierre, qui est responsable de l'innovation et de l'IA au ministère de la Défense, c'est un tout premier couteau, un polytechnicien malin. Et c'est un tout premier couteau. Tu as de la même façon un ministre, le Cornu, qui connaît bien la technologie et qui est bien conscient des enjeux de l'IA au ministère de la Défense. Donc, les militaires sont bien obligés de réfléchir à l'IA parce que l'IA va devenir centrale dans la dronisation et la robotisation du champ de bataille. Et c'est dommage que ce chemin que le Cornu a fait faire à son ministère, au ministère de la Défense, les autres ministères ne l'aient pas fait faire. On voit bien aujourd'hui que le seul ministère qui a vraiment bien compris ces enjeux, c'est le ministère de la Défense, et on le doit vraiment à le Cornu, parce que le Cornu est très intelligent, comprend très bien les enjeux tech, les enjeux d'IA, et puis le Cornu raisonne à l'horizon 2050, 2100, ce qu'aucun ministre ne fait. Et c'est dommage que dans les autres ministères que la Défense, on n'ait pas une administration et des ministres qui raisonnent à moyen terme. Hélas, la plupart des ministres raisonnent à 15 jours et pas à 50 ans. Ce Tu qui, parles en de matière raisonner. d'intelligence artificielle, est vraiment dramatique. Parce qu'il faut raisonner à 50 ans et pas à 15 jours. C'est ça. Tu parles de raisonner à 20 ans, à 50 ans. Il y a un autre sujet qui est majeur, c'est le réchauffement climatique et l'énergie, parce que tout ça, toute cette révolution technologique, elle ne sera possible que si on dispose de l'énergie. Et ici, on ne fout pas en l'air non plus l'espace où on habite. Qu'est-ce que tu penses des scénarios d'effondrement, les collapsologues? Je sais que tu as beaucoup parlé de ça, mais également Alors, peut-être d'être plus pragmatique sur les solutions possibles. ouais, bah, je vais te Énergie. dire, les solutions, elles sont en cours. Regarde ma tribune dans l'Express. La pollution de l'air dans les grandes villes françaises et notamment à Paris, elle a été divisée par 1000 sur les principaux polluants, entre 1000 et 100 depuis 1960. Nos rivières n'ont jamais été aussi propres, jamais. La mortalité par catastrophe naturelle n'a jamais été aussi faible. L'espérance de vie n'a jamais été aussi forte. Les grands prédateurs en France, ils sont de retour alors qu'ils étaient en train de disparaître ou déjà disparus. Il y avait 0 loup en France en 1991. À 1280 au moment où nous parlons. Il y avait 7 ours en France en 1991. Il y en a aujourd'hui 104. Le lynx avait disparu, il y en a quelques centaines, et on pourrait multiplier les exemples d'une biodiversité qui s'améliore, ce que les écologistes nous cachent toujours. Donc, en réalité, si on prend la France, je ne suis pas en train de parler de l'Inde ou du Bangladesh, si on prend la France ou la Suisse ou des pays développés, on est dans une amélioration très rapide des conditions environnementales. Il y a bien sûr des endroits où ça n'est pas satisfaisant. À cause de ces abrutis d'écologistes, l'Allemagne a fermé toutes ses centrales nucléaires et fabrique son électricité beaucoup trop avec du gaz et du charbon et crée des mines de charbon gigantesques alors que la lignite, les centrales à la lignite et au charbon émettent 800 grammes de CO2 au kilowattheure contre 3 pour le nucléaire. Mais globalement, on est dans une phase d'amélioration très rapide des conditions environnementales, y compris la biodiversité, ce qui est caché par les écologistes, parce qu'ils ont un agenda qui n'est pas un agenda écologique.
c'est un agenda politique. Décroître. Et le CO2, il s'en tamponne, l'environnement, il s'en tamponne. Si les écologistes allemands ne se moquaient pas de l'environnement, ils ne construiraient pas plein de centrales à gaz et à charbon en ayant fermé les centrales nucléaires qui, elles, combattent le réchauffement climatique. Et on nous parle du solaire. Mais le solaire émet 15 fois plus de CO2 au kilowattheure, parce qu'il faut énormément d'énergie pour fabriquer les panneaux solaires, que le nucléaire, par exemple. Et puis quand c'est la nuit, eh ben, les Allemands, ce n'est pas les panneaux solaires qui fabriquent l'électricité en Allemagne, c'est des centrales à charbon et des centrales à gaz. Donc, la situation écologique est en train de s'améliorer fortement. En On a un Europe, en problème. Europe, en Europe, On parce a que oui, en Aux Europe, mais États-Unis et en Chine. on n'est pas responsable du monde entier. Oui, non, non, On moi va je ne pas, parle pas de l'Europe. on va pas se culpabiliser pour le monde entier. Non, 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 mais c'est pas l'objectif. C'est pas nous qui sommes responsables des conneries que fait l'Allemagne. C'est pas nous qui sommes responsables des conneries que font les écologistes dans tous les pays, en sortant du nucléaire au détriment du climat et puis des poumons de nos concitoyens. Si l'Inde est à 1 milliard de tonnes de charbon par an cette année, c'est pas de notre faute. Donc il y a un moment où l'Europe ne peut pas porter tous les malheurs du monde. Moi, je ne te parle Non, pas non, de non. l'Europe, hein, Laurent. Je te parle du monde. J'ai bien compris. Donc oui, il y a des pays qui sont en retard Mm. à cause des écologistes en Europe, qui sont une calamité pour le climat et pour l'environnement. Et puis dans certains pays, parce que, comme le disait très bien le Premier ministre indien, nous n'allons pas freiner le développement de l'économie indienne pour diminuer le CO2. Et ça, effectivement, la réponse à apporter, c'est d'aller plus vite vers l'énergie nucléaire et puis l'énergie de fusion, qui malheureusement n'est pas encore au point. On peut espérer l'énergie de fusion entre 2040 et 2070, mais Cadarache a pris du retard. Et puis les petites startups innovantes aux États-Unis, dont certaines sont financées par Bill Gates, qui essayaient de développer des réacteurs à fusion par des nouvelles techniques, ont pris elles aussi du retard. Donc, Oui, c'est ma question. C'est ma question par rapport à l'énergie, c'est que on ne pourra pas, même quand bien même on ferait que des centrales nucléaires à partir de maintenant, ça ne sera pas une part importante du mix énergétique mondial oui, qui permettra de faire fonctionner le numérique. mais le réchauffement climatique va continuer. Voilà, c'est ça. Si Ok. tu veux, de penser qu'on va arrêter le réchauffement climatique est illusoire. Ok. C'était ma question. Donc maintenant, il faut faire de l'adaptation. Il faut faire des digues comme les Hollandais ont fait, là où le niveau de la mer va monter. Alors, au XXIe siècle, la mer monte de 60 à 63 cm, d'après les dernières estimations. Ça reste supportable. Ça pourrait augmenter un peu plus au XXIe siècle si l'énergie de fusion n'arrive pas. Donc, il faut faire de l'adaptation. Il va falloir un combat politique contre les écologistes. Il faut maintenant se battre contre les écologistes. Les écologistes sont fous. Les écologistes sont dingues. Les écologistes, vraiment, sont les ennemis du climat et de l'environnement. Ce qu'ils font en Allemagne, hein, ce qu'a fait le ministre de l'économie qui est écologiste, la fermeture des centrales nucléaires, c'est un scandale. C'est vraiment dramatique. Et je le répète, à la fois pour la santé des gens, avec toutes ces centrales à charbon qui parsèment l'Allemagne. Il y en a partout des centrales au charbon en Allemagne. Et puis pour le CO2, pour le climat. Donc, il faut qu'on s'adapte. Et puis, il faut mener un combat politique contre les écologistes maintenant, de manière à ce qu'on aille vers des énergies qui émettent moins de CO2. Et il faut que les écologistes allemands arrêtent de pousser le charbon. C'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Moi, ça me rend malade de voir à quel point, derrière les bons sentiments, les écologistes bousillent le climat. C'est comme les staliniens avant-guerre, sous couvert de défendre le prolétariat, on construisait le goulag. C'est-à-dire, ce double discours, ce décalage entre les bons sentiments affichés et la réalité de la politique me rend malade. Chez les staliniens jadis, comme aujourd'hui chez les écologistes, qui ont une attitude mortifère par rapport au climat et par rapport à l'avenir, pour des raisons incompréhensibles. Je n'arrive même pas à comprendre au nom de quoi les écologistes bousillent le climat. Je n'arrive pas à comprendre, peut-être par incompétence complète sur les sujets Par énergétiques. électoralisme. Peut-être que c'est un créneau. Oui, certes. Enfin, si tu veux bousiller le climat pour gagner des électeurs, franchement, je trouve ça très, très moche et très dangereux pour l'avenir de nos enfants. Alors Laurent, après tout ça, est-ce que c'est foutu vraiment ou est-ce qu'on a encore des pistes et des raisons d'espérer?
L'IA va faire des choses extraordinaires. Elle va révolutionner la santé. Elle va peut-être conduire effectivement à la mort de la mort, pas pour ma génération, mais pour les générations après. Demis Hassabis, le patron de l'IA chez Google et prix Nobel de chimie 2024, a peut-être raison de dire qu'en 2035 et 2040, la totalité des maladies humaines sera guérie. Demis Hassabis, le créateur d'Anthropic, a peut-être raison de dire qu'en 2037, l'espérance de vie humaine sera déjà de 160 ans. Donc l'IA va faire des choses extraordinaires. L'IA va construire un monde nouveau, très bouleversant et magnifique et très innovant en même temps. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est la déqualification des hommes et les souffrances des classes moyennes et populaires qui sont d'ores et déjà complètement dépassées et complètement larguées. Quel chemin la société va prendre? Je t'ai dit mon sentiment, pas mon souhait, mais mon sentiment Mm. qu'on va vers une dérive de neuroenhancement et d'eugénisme. Je pense que ce débat doit être mené par l'ensemble de la société civile. C'est pour ça que j'incite les gens à faire de la politique, à s'engager en politique. Je pense que l'avenir de l'humanité, l'avenir de nos descendants ne doit pas être laissé aux milliardaires de l'intelligence artificielle. Il doit être mené par l'ensemble de la collectivité mondiale. Faites de la politique et faites des enfants parce que dans le monde qui vient, il faut aussi qu'il y ait des enfants pour continuer l'aventure humaine à côté de l'intelligence artificielle. Eh ben, c'est sur ces mots qu'on se quitte, Laurent. Merci beaucoup. Euh, Merci à toi. et puis bonne journée et à bientôt. À bientôt.